Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va essayer de progresser avec notre programme de mécanique des sols là. Je pense qu'on était sur le chapitre 4, plasticité et structure du sol. Donc, dans les vidéos précédentes, on avait parlé de ces trois, quatre points là. Limite de liquidité, limite de plasticité. Et dans cette vidéo, on va parler des limites, de la limite de retrait. Donc, c'est quoi limite de retrait? Et prochainement, on va parler de ces points-là. Peut-être des points dans une vidéo et les deux derniers dans une dernière vidéo pour terminer le chapitre. Donc, c'est quoi la limite de retrait et comment calculer la limite de retrait? Tout ça. Non. Le truc est que quand, quand vous avez votre sol et il y a de l'eau dans le sol, si vous laissez, par exemple, le sol au soleil, par exemple, donc l'eau va s'évaporer. Donc, plus l'eau s'évapore, plus le volume de votre sol va diminuer. Encore une fois, limite de retrait, là, c'est pour les sols fins, ok? Comme l'argile, par exemple. C'est pas pour les sables et autres. Non. Plus l'eau diminue, plus le sol se contracte. C'est-à-dire le volume va diminuer. Comme ça. Donc, de ce fait-là, vous vous rappelez de cette figure-là. Donc, on avait présenté cette figure dans les deux vidéos précédentes, je pense. Donc, on a parlé des limites de liquidité, limites de plasticité. Donc, cette fois-ci, on va parler des limites de retrait, ce qui veut dire en anglais shrinkage limit. Donc, comme je disais tout de suite, quand vous laissez le sol au soleil, et plus au fur et à mesure que l'eau s'évapore, l'eau diminue, la quantité d'eau diminue, le volume du sol, euh, le volume du sol aussi va diminuer. Okay? Il y aura un moment où, malgré la perte d'eau, le volume du sol ne va plus diminuer. Quand vous arrivez à ce point-là, vous êtes arrivé à la limite de retrait. Okay? Retrait, ça veut dire le sol se contracte, limite de contraction, si on peut dire. Voici par exemple cette figure qui explique ça. Donc au début, vous avez ici un volume et une quantité teneur en eau initiale et correspondant à un volume initial. Okay? La teneur en eau initiale, là, cette teneur en eau va diminuer. Au fur et à mesure qu'elle diminue, vous voyez cette eau, la quantité, le volume du sol aussi entier va diminuer. Okay? Au fur et à mesure que la teneur en eau diminue, le volume du sol diminue aussi. Donc, arrivé à un certain moment, malgré que la teneur en eau va diminuer, continue de diminuer, le volume du sol reste constant. Donc, en ce moment-là, ce sont les grains du sol seulement qui restent, peut-être. Le volume du sol reste constant. Arrivé à ce point, vous êtes arrivé à la limite de retrait. La teneur en eau correspondant à ce point-là, c'est cette teneur en eau qu'on appelle limite de retrait, tout simplement. Donc, aujourd'hui, c'est ça qui sera notre sujet d'étude. Limite de retrait. Ça, c'est en anglais, shrinkage limit. Donc, le volume correspondant, ce sera VF, shrinkage limit B. On va essayer de débattre un peu sur ça. Un peu. Donc, selon les tests, les normes américaines, là, ces tests-là est fait en utilisant un plat, un petit plat en porcelaine de dimension 45 et 44 mm de diamètre et 12,7 mm de hauteur. Okay? Et après, à l'intérieur, là, il y a une enduit qu'on va mettre, l'enduit de vaseline, pour que ça ne colle pas, peut-être. Okay? Donc, le sol humide est rempli dans le plat, le petit plat là, et
on écrase pour que ça soit plat, pour éliminer ce qui est excédentaire là. La masse du sol humide sera donc mesurée. Vous allez vous peser la masse du sol humide. Et après séchage au four, il y a, vous pouvez, après séchage au four, vous pouvez encore peser pour obtenir la masse finale et aussi obtenir le volume du, du volume du sol sec là, en utilisant déplacement au mercure. Voici un peu comment ça se fait, ce que je viens de dire. Donc, voici les petits plats là, en porcelaine, si vous voyez. Donc, comme c'est en porcelaine, on met un peu de l'huile, quoi, vaseline à l'intérieur, par exemple, pour que ça ne colle pas. Donc, on remplit les plats du sol, les sols humides, comme ça, et on s'assure que c'est plat, quoi. Il n'y a pas d'excédent. Et on met au four pour, après passage au four, là, le sol va devenir sec, comme ça. Vous voyez? Donc, ici, on connaît le volume initial parce que le volume du sol va être à peu près égal au volume du plat, là, avec ces dimensions-là. Vous pouvez obtenir le volume. Et le poids, la masse, vous pouvez aller peser pour obtenir. Donc, après séchage, on peut obtenir la masse aussi. Maintenant, pour obtenir le volume, on met le sol sec là dans du mercure. Et la quantité de mercure que le sol va déplacer, c'est ça qui sera le volume. Voici un peu comment ça se passe. Donc, cet échantillon, ce morceau de sol sec là, on les suspendit comme ça dans le mercure là. Okay? Maintenant, il y aura un peu de déversement. Ça va se déverser. Et le mercure qui est déversé ici, on mesure ça pour savoir le volume de ce mercure. Donc, ce volume de mercure qui a été déplacé par le sol là, c'est ça qui sera le volume du sol. Donc, on obtient ainsi le volume final aussi. Donc, si on considère cette image, la limite de retrait, donc, c'est la teneur en eau qui correspond à ce point-là. La teneur en eau. Ça, en abscisse, on a les teneurs en eau. Ça, ce sont les volumes. La limite de retrait, c'est ce point-là. Donc, la teneur en eau correspondant à ce point. Donc, par contre, on peut dire que la limite de retrait, là, égale au volume initial et la teneur en eau initiale, OK, et oméga I, moins cette distance-là. Si vous quittez ici, cette valeur, comme si vous êtes sur l'axe des abscisses, par exemple, si vous avez l'abscisse qui est là, oméga 1, oméga I, ou bien WI, vous faites moins cette distance qui correspond exactement à delta oméga qui est là. OK? Donc, vous allez tomber sur ce point. Ce coordonnées-là, moins cette distance, vous obtenez ce point. Et c'est ce qui est écrit ici. Donc, la limite des retraits là, normalement, limite de retrait, SL là, c'est en anglais. Limite de retrait en français, je pense que c'est pas SL. Je pense que c'est bon, hein. Il y a des gens qui utilisent aussi SL là, comme limite de retrait, shrinkage limit. En anglais, shrinkage limit. Anyway, oméga I là, c'est la teneur en eau initiale. La teneur en eau initiale. Et delta oméga, c'est la variation de la teneur en eau. Voilà. Maintenant, la teneur en eau initiale là, nous pouvons dire que c'est la masse M1 moins masse MD divisé par MD. Et M1, c'est la masse humide. Hein?
Et MD, c'est la masse du sol sec là. OK? Donc, la masse quand le sol était humide, moins la masse quand le sol est sec, c'est quelle masse ça vous donne exactement? Ça vous donne exactement la masse de l'eau, en fait. OK? Parce que la teneur en eau, si vous vous rappelez, on a vu cette formule de la teneur en eau, teneur en humidité. Vous pouvez l'obtenir en faisant le poids de l'eau divisé par le poids des grains de particules solides. Okay? En multipliant par 100 pour avoir un pourcentage. Ou bien vous pouvez l'obtenir aussi en utilisant la masse. La masse de l'eau divisé par les masses des grains solides pour obtenir la teneur en eau aussi. Donc, ici, dans cette formule-là, c'est les masses qu'on a utilisées. Si je prends ici cette illustration, schéma-là, ça représente les plats en porcelaine là. OK? Initialement, on a masse M1 et volume VI. Et à la fin, on a un volume VF et la masse MD. Voyez-vous que la masse qu'on a ici, là, c'est y compris le sol, y compris l'eau. OK? Par contre, quand c'est sec, l'eau va disparaître, l'eau va s'évaporer. Donc, du coup, la masse qu'on va mesurer ici, là, ça sera uniquement la masse des grains solides. L'eau va partir. Donc, pour avoir la masse des solides, pour avoir la masse de l'eau, on fait cette masse initiale-là, qui regroupait l'eau et puis les grains solides, moins la masse des grains solides uniquement. Et on obtient ce qu'on a fait ici. Ça nous donne la masse de l'eau qui était dans le sol. OK? Donc, cette masse de l'eau là, divisée par la masse MD, comme vous avez dit, MD c'est seulement le sol, ça va nous donner la teneur en eau initiale. Voilà. Donc là, on a cette formule de limite de retrait et on a cette formule de teneur en eau initiale. OK? On progresse, mais je vais juste garder ces deux formules-là ici. Donc, au fur et à mesure qu'on progresse, les formules qu'on aura établies là, on va les mettre ici et les garder ici. Tout comme la figure là aussi, jusqu'à la fin. Parce que tout au long de la vidéo, c'est cette figure on va décortiquer. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a aussi? Pour cette partie-là, la teneur en eau initiale, je pense qu'on a déjà ça. À partir de cette formule, on peut obtenir. Maintenant, pour la teneur en eau, pour ce qui concerne la teneur en eau et la variation de la teneur en eau, cette partie-là, delta, c'est-à-dire ça, delta oméga, comment nous allons l'obtenir? Donc, le delta oméga là, si vous faites volume initial moins volume final, et vous multipliez par la densité de l'eau, qu'est-ce que vous allez obtenir? La même façon qu'on a fait avec les masses là, vous vous rappelez? On a fait masse 1 moins masse 2 pour obtenir la masse de l'eau. Je pense qu'en faisant volume volume initial VI moins VF là, ce que vous allez obtenir, c'est techniquement, c'est le volume de l'eau que vous obtenez. C'est l'eau qui est partie. Donc, on considère que le volume qui est parti là, cette portion et cette portion, c'est le volume de l'eau, tout simplement. Donc, vous vous rappelez de cette formule. Donc, VI, c'est volume initial, VF, volume final. Et ça, c'est la masse volumique de l'eau. Donc, vous vous rappelez cette formule de masse volumique. On a dit que masse volumique égale la masse divisée par volume. À partir de cette formule, on peut dire que masse, produit croisé tout simplement, masse égale à masse volumique fois volume. Donc, comme on a volume ici, VI moins VF, là, je vous ai dit que c'est volume de l'eau, non? Multiplié donc par masse volumique,
Donc, vous obtenez la masse. OK? Donc, masse maintenant divisé par la masse des grains solides. Donc, cette variation d'eau, c'est comme c'était variation c'est ça qui est la variation de la teneur en eau. OK? En utilisant juste la variation du volume. Variation du volume multipliée par la densité d'eau, vous obtenez la variation peut-être de la masse et en divisant par MD, vous obtenez donc la variation de la teneur en eau. Voilà. Donc, on peut utiliser donc, parce qu'on a déjà la teneur en eau initiale et on a aussi la variation de la teneur en eau. On peut utiliser ces deux-là, c'est-à-dire la formule 11 et la formule 12. On peut les utiliser les deux-là dans la formule 10 pour avoir la formule des limites de retrait. Donc, cette formule de la teneur en eau, cette partie, c'est la teneur en eau initiale. Nous pouvons utiliser cette formule-là de la teneur en eau initiale. Donc, on remplace seulement. Et pour la variation de la teneur en eau, nous avons ça. Donc, la variation de la teneur en eau sera aussi remplacée par cette formule. Et si vous faites ça, vous allez obtenir quelque chose comme ça. Vous voyez? Et 100 là, c'est pour avoir le tout en pourcentage. C'est pour cela qu'on a multiplié par 100, on a multiplié par 100. Pour avoir en pourcentage. OK? Donc, ici, on a une nouvelle formule des limites de retrait. OK? Nous allons la garder aussi, ici, dans ce coin-là. Voilà. Les autres, peut-être, on n'en aura plus besoin. On va juste garder cette formule et puis celle-là ici. OK? Et on continue. Donc, le truc est que cette méthode de faire, de déterminer, de faire les tests des limites de retrait là, cette méthode a été abandonnée par les Américains. Je pense que c'est en 2008 qu'ils ont arrêté de faire ça. À partir de 2010, il y a une autre méthode qu'ils ont introduite avec la désignation D4943. Donc, cette méthode est un peu différente de la précédente. Okay? Donc, ici, avec cette méthode-là, le volume initial est déterminé en remplissant le plat des limites de retrait là, avec de l'eau. Je pense qu'avec ça, vous pouvez faire les limites de retrait là, avec n'importe quel récipient. Peut-être même un plat de votre cuisine, vous pouvez utiliser peut-être. Je me dis, hein. Donc, si vous connaissez le poids de l'eau qui peut remplir les plats que vous utilisez, en utilisant le poids, quand je dis poids ici, c'est vraiment masse. Hein. Donc, vous pesez, vous avez la masse d'eau qui remplit votre récipient. Donc, la masse d'eau qui remplit le récipient divisé par la densité de l'eau. Ça va vous donner le volume donc initial. Voilà. Ça vous donne la capacité, le volume de votre plat. Si vous avez un plat, vous ne connaissez pas le volume, la capacité de ce plat-là. C'est très simple. Vous pouvez peser. On remplit le plat de l'eau, on pèse le plat et la masse que vous allez obtenir, si vous divisez, parce que pour avoir la masse de l'eau qui est dans le plat, c'est simple. Le plat, la masse du plat à vide, vous notez à côté, vous remplissez le plat de l'eau. Vous savez aussi la masse. Et cette masse, avec le plat rempli d'eau, moins la masse du plat vide, vous obtenez la masse de l'eau. Et dans cette masse, divisée par
la densité de l'eau, vous obtenez le volume de cette eau, qui sera aussi équivalent au volume de votre récipient, tout simplement. Donc, si vous avez le volume initial, reste maintenant pour le volume final. Le volume final, c'est encore plus compliqué. Ce test, j'avoue qu'il est plus compliqué que le premier. Donc ici, on va prendre la terre le sol qui a séché là, et l'immerger dans un pot de cire fondu et refroidi. La cire là, donc après avoir fait ça, de la cire, on fond, après on refroidit. Donc vous imaginez que la cire là va se coller tout autour de votre sol qui est sec là. Ok? Donc la masse du sol sec et du cire seront donc déterminés et dans l'air et dans l'eau. Donc, en faisant maintenant la masse du sol de l'ensemble sol plus cire, la masse dans l'air, moins la masse de l'ensemble sol sec plus cire dans l'eau, vous obtenez la masse de l'eau qui sera déplacée par cet ensemble sol cire. OK? Donc, si vous avez la masse d'eau qui sera déplacée, ça c'est comme les trucs poussés d'Archimède ou quelque chose comme ça. Si vous avez la masse d'eau qui sera déplacée par l'ensemble sol sec et cire, vous pouvez obtenir donc le volume du sol sec et du cire là en utilisant cette formule-là. Le volume de l'ensemble, sol et puis cire. Donc en faisant cette masse, la masse de l'ensemble des deux, c'est ce qui, c'est-à-dire la masse de l'eau que cet ensemble-là va déplacer là. Cette masse d'eau divisée par le rho de l'eau, la densité d'eau. Donc, masse divisé par densité, vous allez obtenir le volume. Vous pouvez voir, vous pouvez obtenir ça avec cette formule-là aussi. OK? Donc, en faisant ça, nous pouvons obtenir le volume de l'ensemble sol sec plus cire, les deux ensemble. OK? Donc, après ça, nous pouvons aller chercher la masse de la cire là, qui est autour du sol sec. OK? Donc, parce que ici, parce que ce que nous avons actuellement, ce que nous voulons, c'est la masse du sol sec uniquement. Et ce que nous avons, c'est sur le total, le sol plus cire. Donc, nous allons chercher la masse du cire, de la cire là, et en utilisant la masse totale, nous allons pouvoir obtenir la masse nous avons aussi la masse du sol. OK? Et la masse M3, c'est la masse de l'ensemble dans l'air. L'ensemble des deux. Masse de cire plus de l'ensemble cire plus sol. Donc, en faisant les deux, la masse de l'ensemble moins la masse du sol, là, vous obtenez la masse de la cire. En réalité, en utilisant les volumes,
on va aller après chercher le volume de la cire. Et comme on a la masse, nous allons pouvoir obtenir après le volume, ce volume-là. OK? Donc, en utilisant la masse de la cire qu'on vient d'obtenir là, on peut obtenir donc le volume en faisant cette formule. La masse de la cire qu'on divise par gravité spécifique de la cire là, multiplié par densité de l'eau. Donc, si on a volume de la cire qui entoure le sol, moins, on peut soustraire ce volume-là du volume total des deux. Donc, on pourra obtenir donc le volume final. J'avoue que cette méthode est vraiment compliquée, plus compliquée que la première méthode. Mais c'est cette méthode-là qui est en vigueur actuellement, selon les normes américaines. Donc ça, le volume final, donc finalement, on prend le volume de l'ensemble sol-wax, c'est-à-dire sol cire, moins volume de la cire. Donc, en remplaçant cette équation-là, équation 19, ça c'est volume final, on remplace ça par ça. Et l'équation 14, on remplace volume initial aussi par ici. Masse initiale et masse finale, là, on connaît déjà. Donc, on peut obtenir la limite des retraits. Un peu compliqué. Il y a un autre paramètre qu'on peut obtenir avec à partir des limites de retrait là, c'est le taux de retrait. C'est le rapport entre le changement de volume du sol en pourcentage du volume sec, c'est-à-dire volume final. Le changement correspondant à la teneur en eau. Donc, ici, voici un peu la formule. Delta V, variation du volume, divisé par volume final. Delta M, c'est-à-dire variation en masse, divisé par la masse finale. Donc, si vous simplifiez tout, parce que delta M, là, en utilisant cette formule-là, on sait que M égale à densité fois volume. Donc, on a juste delta, donc delta M égale à delta V multiplié par la densité de l'eau. Et ça va se simplifier, vous allez obtenir finalement cette formule-là. Donc, c'est-à-dire le taux de retrait égale à cette formule. Okay? Tout simplement, dV, changement de volume, dm, changement de masse. Donc, on peut aussi montrer, en utilisant cette formule-là, que la gravité spécifique égale à ça. Donc, si vous voulez savoir comment, démonstration, comment établir cette formule-là aussi, on peut faire. Mais je pense que vous pouvez juste utiliser la formule si vous avez besoin. Les limites de retrait, et là, c'est le taux de retrait. Voilà. Donc, la gravité spécifique. Un autre qu'on peut établir, un autre paramètre, c'est les retraits volumétriques et les retraits linéaires. Okay? Si vous avez une certaine teneur en eau, qui est W, vous pouvez vous demander quel est le retrait volumétrique que vous pouvez espérer obtenir avec ça, avec cette teneur en eau initiale. Parce que teneur en eau initiale ici, là, on ne peut pas décider facilement. Vous ajoutez de l'eau jusqu'à ce que ça devient humide, mais peut-être ça peut dépasser souvent ou ça peut atteindre, ça peut ne pas atteindre ce que vous espérez comme teneur en eau.
Donc, cette formule, qui est le retrait volumétrique, si la formule qu'on vient de voir précédemment, c'est-à-dire le taux de retrait, SR là, en utilisant le taux de retrait et la limite de retrait, on peut obtenir le retrait volumétrique. Voilà, en utilisant cette formule. Donc, ouais, cette formule-là qu'on a vu tout de suite, taux de retrait, on l'utilise ici, et puis limite de retrait. Il y a aussi le retrait linéaire. Le retrait linéaire en utilisant le retrait volumétrique, comme ça. Ce tableau montre des valeurs typiques de certains argiles minéraux, des minéraux d'argile. Okay? Vous pouvez lire, c'est sous forme d'intervalle. Ce n'est pas une valeur unique. Donc, je pense que tout ce qui est autour des limites de retrait là, je pense que c'est tout ce qu'on peut dire. Donc, on va prendre juste un exemple pour essayer d'approfondir les connaissances. On vous a donné volume initial du sol, volume final du sol qui est sec, masse initiale 44 grammes, masse finale, c'est-à-dire masse sec 30,1 grammes. Après, on dit de déterminer la limite de retrait, déterminer le taux de retrait, gravité spécifique. Et après, si on vous donne une teneur en eau de 28%, on vous demande d'estimer les retraits volumétriques et les retraits linéaires. Voilà. Donc, la donnée d'abord. M1. Je ne vais pas tout faire, mais je pense que je vais vous guider. Vous pouvez faire vous-même. M1, c'est la masse initiale. On a ça ici, 44 grammes. MD, 30,1 grammes. V1, volume initial, 24,6. Volume final, 15,9. Et la densité de l'eau, ça, tout le monde est censé connaître, 1 gramme par centimètre cube. OK. Donc, je remets ici toutes les formules qu'on a besoin pour faire l'exercice. Toutes ces formules-là, on a vu dans le cours, dans cette vidéo-là. On vient de voir. Déterminer la limite de retrait du sol. Donc là, on prend cette formule seulement et puis on fait une application numérique. C'est simple. M1, ça est là. M2 et MD, ça est là. VI, VI est là. VF, VF est là. Voilà. Et la densité, l'héros de l'eau, c'est ça. Donc, toutes les données sont là. Fait qu'appliquer. Et le taux de retrait, si vous faites limite de retrait là, bien, vous allez avoir 17,28 à peu près. Donc, en pourcentage, parce que vous avez pris ici, multiplié par 100, multiplié par 100. Donc, c'est en pourcentage. S'il n'y avait pas ces 100, 100 ici, 100 ici, vous allez obtenir 0,1728. Ça n'allait pas être 17,28. Mais comme c'est en pourcentage, c'est comme si c'était multiplié par 100. Donc, s'il n'y avait pas ces 100 là, ça allait être 0,1728, c'est-à-dire 1728. Voilà. Donc là, il y a les 100 là. Après ça, vous cherchez ici le taux de retrait là, en utilisant cette formule. Juste MD, vous avez MD ici. VF, vous avez VF ici. Rho de l'eau, ça est là aussi. Donc, en utilisant ça, vous pouvez obtenir votre SL, taux de retrait. Et aussi,
gravité spécifique, la formule de gravité spécifique, c'est ça. Si vous avez taux de retrait et vous avez limite de retrait, vous pouvez juste remplacer et obtenir ça numériquement. Après, maintenant, on vous dit que si le sol a une teneur en eau de 28%, estimez les limites de retrait maximum. Limite volumétrique, les retraits volumétriques maximum et les retraits linéaires, donc VS et VL. Donc VS là, SR, ça c'est ce que vous avez déterminé ici. SL, ça c'est ce qui est là. Maintenant, le teneur en eau qui est là, c'est ça qui est là. Donc comme c'est en pourcentage, c'est les 28 que vous allez prendre. Il n'y avait pas pourcentage, donc on allait prendre 0,28. En même temps, ici aussi, on n'allait pas prendre pourcentage. Mais comme partout, il y a pourcentage, vous gardez ça comme ça. Pour ces cas. Voilà. Donc, limite, les retraits linéaires maintenant, retraits linéaires, donc on utilise cette formule. Si vous avez les retraits volumétriques, retrait volumique maximum, VS là, vous pouvez remplacer juste ici et vous allez avoir votre retrait linéaire. Voilà, je pense que c'est tout. Pour tout ce qui concerne retrait, limite de retrait et autres là, tout est dit. Je pense que c'est tout. Donc, on se donne rendez-vous dans une autre vidéo pour continuer le chapitre. Merci beaucoup.